Aujourd'hui, dans les Ronces, nous accueillons Margot. Passionnée par le cinéma, elle a quitté son Ardèche natale pour venir étudier à Lyon. Son parcours à l'université Lyon 2 a été rythmé par les confinements du Covid, mais aussi de rencontres aussi bien professionnelles que personnelles qui vont lui ouvrir un monde plus queer, plus nuancé et sans doute plus militant. Le monde du cinéma est vaste, beaucoup de métiers sont nécessaires pour rendre vivant un projet et bien évidemment les métiers restent très genrés. Par son parcours, Margot a fait face assez jeune au sexisme ordinaire dans les métiers de la technique et a dû mettre en place des mécanismes volontaires ou involontaires pour prendre place. Nous allons retracer son histoire tout au long de l'épisode, d'abord pour mettre en lumière son travail, mais aussi rendre audibles les discriminations propres au métier des techos et du monde du cinéma. Il y a des artistes qui sont mortes du sexisme, des violences patriarcales. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde a envie de te baiser. Et personne n'a envie de te baiser parce que t'es là, avec ton balai au cul. Il n'y a pas besoin des hommes. J'étais vraiment la plante verte. J'étais là pour décorer. Toujours attention à ne pas prendre trop de place, à ne pas être envahissante, menaçante. Donc on est prête à se faire traiter comme ça, à se faire harceler. Il y a un cruel manque de visibilité et de lien. Mettre des mots sur certaines choses qui nous étaient arrivées. Bonjour Margot et merci d'être avec nous aujourd'hui. Eh ben bien le bonjour, merci de m'accueillir dans ce merveilleux podcast. Franchement, c'est un vrai plaisir et j'ai trop hâte d'aborder plein de questions, surtout autour du cinéma. Ouais. Et un peu de l'audiovisuel, puisque c'est quand même un monde que je connais un peu moins. On a moins checké cet univers avec les Ronces. Trop contente qu'on puisse parler de ça aujourd'hui. Eh bien avec grand plaisir. Les 3 premières questions que je fais au début des épisodes, c'est par rapport à ton histoire, ton rapport au genre. Et j'aime bien poser un peu la question des premières fois. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es allée dans une manif et quelle était la raison de la manif? C'était à Lyon 2, ma première année de fac, Voilà, évidemment. Lyon 2, fac de gauche et militant. Exactement, j'ai vite été mise dans le bain. Et la première année de manifestation a été vraiment très importante. C'était en soutien vers un étudiant qui s'était immolé par le feu Ok. pour dénoncer ce système qui est assez difficile d'accès pour les étudiants et surtout assez compliqué. Les logements du Crous, on les connaît, hein. Ouais, la Combien pire des prime ever, les logements. Exactement. Puis voilà, surtout Ouais. une grosse question de précarité dans le monde des études et de la vie étudiante, forcément. Il me semble, si je ne mets pas certaines raisons, j'espère que j'ai bien assez résumé, mais voilà. Et c'était la première manifestation, en tout cas, de rassemblement en hommage. Et ça m'a tout de suite pris, je me suis directement sentie concernée et impliquée parce qu'évidemment, c'est un problème qui m'a touchée directement, qui même au fur et à mesure des années continue à me toucher parce que je suis passée par là et même dans tous les cas, une jeune personne étudiante a vraiment besoin d'être accompagnée, que ce soit financièrement ou au niveau des logements, quoi. Ouais, carrément. Et ça continuera à me toucher. Du coup, je m'en souviens très bien. Est-ce que dans ta famille ou tu vois dans ta construction un peu, il y avait une place importante de la politique ou pas trop et c'est plutôt quand t'es arrivée à Lyon que t'as commencé à capter le mindset de comment agir face à ça ou te poser certaines questions? Est-ce que c'est plutôt dans ta vie étudiante que c'est venu ou il y avait un truc un peu familial présent? Non, dans notre famille, c'est quelque chose dont on ne parle quasiment pas. Ok. C'est vraiment lorsque j'ai mis les pieds sur Lyon où j'ai commencé à voir qu'il y avait plusieurs choses sur lesquelles il fallait militer, Ou de ressentir de la colère aussi par rapport à exactement. certaines choses. Ouais, Et carrément. surtout de se retrouver seul, de sortir du cocon familial et de voir certaines situations qui sont assez aberrantes et de se dire mais maintenant c'est à moi seul d'agir et je peux que me remettre à ça. Est-ce que par rapport à ta place en tant que meuf, est-ce que tu te souviens de la première fois où t'as capté que t'allais être traitée différemment par ton genre, Ok, où t'as oui. ressenti une incompréhension aussi, tu vois, par rapport à ça? Est-ce que tu te souviens quand c'était? Je pense que ça a dû m'arriver un peu collège-lycée, mais notamment une des premières fois où je me suis fait emmerder dans la rue. Ouais. J'étais mineure. Vraiment, je dépassais pas du tout les 16 ans.
J'étais avec un ami et il y a un homme âgé au volant de la voiture qui ralentit, qui klaxonne et qui siffle. Et là, j'ai compris que ça n'allait pas en finir et que ce n'était que le début. C'est la première fois où tu as ressenti de l'insécurité en étant dans Exactement. le monde extérieur et de capter que le monde extérieur appartient aux hommes. Et voilà, exactement. Surtout, je me sentais en sécurité dans ma ville, dans ma Ouais. ville natale. Et puis quand tu es face à ce genre de comportement, tu te dis, ah bah peut-être pas, Hmm. peut-être pas. Et t'en avais parlé à tes proches ou à ta famille quand c'était Non. arrivé? Non, non, non. Ok. Je me sentais pas encore d'en parler ou j'ai Hmm. peut-être mis ça de côté. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as fait un peu plus d'action militante, où tu vas, ou un peu plus investi dans le milieu queer, et tu as commencé à te considérer vraiment actrice là-dedans et de trouver ta place aussi là-dedans? Bah déjà, toujours cette première année de fac où j'ai fait des rencontres absolument exceptionnelles, Ok. dont 3 amies qui étaient elles-mêmes queer et qui m'ont beaucoup épaulée, Hmm. m'ont montré différents chemins et moi les bases du militantisme et de me sentir légitime dans ce milieu. Ok, la question de la légitimité Et dans le oui, milieu queer. parce que déjà, Ok. bon, bah, de mes orientations et de mon genre, forcément, je me suis posé 1001 questions Ok. à me sentir légitime. Puis à l'époque aussi, bah, quand j'ai commencé, je sortais avec un garçon, j'étais pas encore out. Ok. Et quand j'ai fait ma toute première Pride, ça a commencé un peu à se débloquer. Ok, bon, là ça Hmm. commence. Et puis au fur et à mesure, j'ai rencontré des personnes absolument formidables qui ont su être à l'écoute, qui ont su bien m'épauler, m'accompagner et ne pas Hmm. me sentir seule. Ouais. Et c'est là où au fur et à mesure de ces rencontres, j'ai commencé à vraiment ouvrir là-dessus. Et c'était une vraie délivrance, hein, pour pas le dire. Ouais. Ça fait du bien. Ouais, carrément une libération, ouais. Exactement. Ce qui m'avait un peu marqué quand on s'était rencontrés aussi, c'est que le milieu scolaire et familial dans lequel tu étais, la question de genre, la question queer, l'amour autre que hétérosexuel, Oui, était pas forcément bienvenue, non? pas tellement. Ouais. Surtout que j'ai commencé à sentir un petit peu que j'étais différente, que j'avais peut-être d'autres attirances, on va dire au lycée. Mais évidemment, je les ai enfouies au plus profond. Hmm. Et même là encore, au moment où je te parle, j'ai toujours un peu des anxiétés qui remontent. Ouais, de rejet par rapport à ton orientation et ton C'est identité, ça, quoi. et ça me fait encore aujourd'hui peur d'en parler. Je crois que c'est vraiment la première fois que j'en parle vraiment publiquement Ah ouais, et de bah tout ça. écoute, Enfin, surtout vis-à-vis de mon entourage proche, avec en plus tout ce qui se passe en ce moment, les années avec la montée un petit peu d'idées, du fascisme, voilà, on va le ouais, dire, du fascisme, carrément. et d'idées vraiment assez conservateurs, bah, ça Hmm. me fait de plus en plus peur. Ouais. Et je me tais de plus en plus vis-à-vis de mon cercle. Et j'ai jamais complètement... Fais un coming out voilà. vraiment assumé. Voilà. Et... Ils savent que j'ai différentes orientations, par exemple bi, pan et tout ça. Mais j'en dis à chaque fois pas plus parce que bon, Ouais, c'est un je peu considère que tabou, c'est déjà quoi. pas mal. Ouais. C'est vrai que c'est assez terrifiant d'en parler, mais libérateur. Et t'as quand même ton cercle safe à Lyon pour pouvoir prendre soin de toi aussi dans ces moments-là qui peuvent être Oui. un peu difficiles, quoi. Ok, oui. Et ça fait tellement du bien. Ouais, bah ouais, c'est la Vraiment. famille choisie et ça, c'est quand même trop, Ça rajoute trop des cool. couleurs dans le cœur, ça. Ouais, que t'aies pu rencontrer ces personnes-là qui te soutiennent aussi là-dedans. Exactement. Et que ce soit un espace safe et Mhm. aussi de pouvoir défendre des lieux qui sont safe pour les personnes queer, les personnes militantes, Exactement. que voilà, il faut que ça reste des espaces qui soient défendus et mis en lumière et qui accueillent, surtout dans cette époque où C'est ça. on revient à un monde qui Ouais. paraît très binaire, quoi. Oui, exactement, et c'est un espace où on se soutient, où on peut être vraiment soi-même, où on n'a pas de façade, où on n'a pas à se cacher, et ça fait du bien. Hmm. C'est chouette. Est-ce que par rapport à ton métier, ta profession, est-ce que tu te souviens un peu quand est-ce que tu t'es intéressée au milieu du cinéma? Tu viens d'une famille qui est peut-être pas professionnalisée là-dedans, d'assumer cette volonté et de te dire ok, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que cette passion, elle vient quand même de ma famille, de mon père. Depuis enfant, il avait un membre de sa famille dans le milieu du cinéma, travaillait dans les salles. Il allait très souvent avec son frère au cinéma, un peu en cachette, et il regardait plein de films. Et du coup, cette passion, c'est un peu transmise parce qu'il m'a fait découvrir beaucoup de films. Même parfois, il regardait des films, je me mettais à côté de lui, j'écoutais, je regardais, j'étais intéressée, j'étais intriguée. Il me disait, bah, tiens, regarde ce film, tu me remercieras plus tard. Je fais, ok. Et après, c'est plus aux alentours de mes 13-14 ans, un peu fin collège, où j'ai vraiment eu un
un déclic, notamment en regardant le Batman de Tim Burton et qui est sorti en 1989 où j'ai vraiment eu un genre de waouh. Et c'est là où ma curiosité a été piquée, où j'ai continué à regarder de plus en plus de films. Mais là où je me suis vraiment mise dans le cinéma, ça a été à toute fin, enfin vraiment à la fin de mes études en terminale, où j'étais pas encore sûre de partir dans le milieu du cinéma. Mais ça allait être du cinéma d'animation si ce n'était pas du cinéma. C'était vraiment cinéma d'animation en premier lieu. Ok. Et par X ou Y raison, notamment en cause des prix des écoles, je suis allée à la fac. Et Ouais. c'est lors de la deuxième année ou même dernière année où je suis vraiment devenue complètement mordue de cinéma. Quasiment à la fin de mes études, mais... Bah, c'est trop bien en vrai que tu aies pu avoir accès quand même. Ouais, parce que en termes d'études cinéma d'animation, c'est genre que des écoles privées. Exactement. Ouais. Quand j'allais voir, j'avais les étoiles plein les yeux. Je regardais le prix, j'étais en mode bon. J'avais eu un bon dossier, j'avais bien réussi l'entretien sur une classe, une petite classe, j'avais été prise. Maintenant, je comprends, hein, c'est assez dur à assumer de dépenser autant d'argent. Bah, pour une école et pour une formation. Mais... Exactement. Mais bon, je suis très contente du parcours que j'ai pris tout de même. Tu peux parler un peu des différents métiers que tu fais dans le cinéma, parce que c'est quand même vaste. Par quoi tu as commencé? Tu fais plein de choses différentes, J'ai fait mais beaucoup il me de semble que c'était dans le maquillage que tu avais commencé aussi, costumière. J'ai commencé dans la régie, parce que j'ai eu un prof vraiment exceptionnel avec qui je me suis bien liée d'amitié à la fac, qui a commencé à me mettre sur des projets où j'étais avec lui dans la régie. Il m'a super bien formée et vraiment, je dois mon début de, j'aime pas trop ce mot carrière, mais cet investissement, ma découverte de ce métier-là, je la dois totalement à lui et je l'en remercie toujours. Il m'a vraiment appris plein de choses et c'est aussi avec lui où j'ai eu les premiers comportements sexistes envers moi. Après, j'ai enchaîné, j'ai découvert le maquillage, j'aime beaucoup ça. J'ai commencé à faire 2-3 projets, on m'a rappelé. J'ai commencé à grimper un peu dans les échelons. Et j'ai fini à un moment donné par être chef de poste dans le HMC. Donc j'ai géré tout le pôle, habillage, maquillage, coiffure. Et après on m'a rappelé, on m'a dit « Ah, bah, est-ce que le costume, ça t'intéresserait ?» J'accepte un peu tout et n'importe quoi. Tant que ça touche au cinéma, bah, j'ai accepté. Et quand je fais un truc, mais j'y vais, mais corps et âme. Tu disais, vu que ta première expérience, c'était par un prof et que c'était plus dans le monde de la régie, donc des techos bien masculins, âgés ou non, mais quand t'as fait ta première expérience, t'avais quoi? T'avais 20 ans, 21 ans, un truc comme 18 ça? ans. Ah ouais, 18 ans. J'avais 18 ans, on était sur un plateau de tournage et j'étais. Ah ouais, t'étais je super gérais jeune. la régie du plateau, donc tout le bon fonctionnement du plateau en extérieur. Ouais, du coup, là, la question de la légitimité, est-ce que tu te l'es posée? Est-ce que tu l'as ressenti, ce truc? J'ai ce poste-là, je fais ce métier-là, mais est-ce que je suis légitime aussi de le pratiquer? Cette question ne s'est pas posée parce que j'étais pas payée, c'était vraiment du bénévolat pur. Faut quand même prendre place, tu vois, faut quand même effectuer des tâches, t'as quand même des responsabilités en soi. C'est vrai que sur le premier vrai tournage que j'ai fait à ses côtés, j'ai eu quand même un petit peu des réflexions. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'était quoi comme genre de tournage? Là, c'était le tournage d'un petit clip promotionnel qui allait annoncer l'album Oxys de Squeezie. Donc voilà, j'ai commencé... Il y avait de la thune quand même. On a fait 3 jours de travail très très intense. Et c'est après, quasiment une semaine après, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que c'est vraiment toi qui allais là-bas, qui a fait ça? J'ai réfléchi après coup. Ouais, t'es en mode on te propose un truc, t'y vas et tu penses après. Ouais, Exactement. Bah, c'est trop cool aussi parce que comme ça, tu te paralyses pas trop non plus dans l'action de te sentir légitime d'avoir tel ou tel poste, quoi. C'est un ami qui m'a dit, mais fonce, arrête d'hésiter, tu as une opportunité, vas-y. Dans le milieu queer, quand t'es arrivée à Lyon, comment t'as rencontré des personnes qui étaient autant dans le cinéma que le milieu queer, que t'as commencé un peu aussi à travailler avec des personnes qui étaient beaucoup plus sensibilisées et c'était plus une safe place que les projets plus gros et plus masculins et plus... Oui. Voilà. Eh ben, ça a été sur un tournage avec la Cinéfabrique où j'étais assistante maquilleuse, où j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient associées aux dissociés, qui commençaient tout juste. Ah ouais. Et c'est là où je les ai rencontrés. On a commencé à échanger et au fur et à mesure, des projets m'ont été présentés. Je les ai suivis. Ouais, je conseille d'aller suivre sur Insta les projets des dissociés. Allez voir et les des dissociés. copains. C'est vraiment le feu. Noah Guardiola, le réalisateur des Chroniques de la Forteresse du King, lors de ce tournage-là. Et c'est là où vraiment j'ai forgé mon tout premier vraiment cercle queer. Où là, vraiment, j'étais avec beaucoup de personnes queer dans le milieu du cinéma. Ça a été une de mes meilleures expériences. vraiment kiffant, ouais. Une de mes meilleures expériences. Vraiment alerte sur tout, consciencieux, on discute, on communique, on n'est pas des abrutis qui... Ouais, c'est moins vertical. C'est exactement ça. Et on se sait, quoi. On
On sait de quel milieu on vient, on connaît nos difficultés et on y va ensemble main dans la main. C'était quoi le premier projet que vous avez fait ou auquel tu as participé? Avec les dissociés, Avec les dissociés, ouais. c'était celui-là. Voilà, Les Chronistes de la forteresse et du King. Ok. Réalisé par Noah Gordiola. Suivez-le, c'est un excellent réalisateur. Et produit par Maïva Chazalon. Et ben on mettra ça dans la description pour que nos auditeuristes puissent le voir, l'écouter. C'est quand même trop cool que tu aies rencontré ces personnes-là quand même pour te former aussi, peut-être dans un milieu un peu plus safe. Oui. C'est quoi la première expérience qui t'a marqué dans ton métier où tu as dû faire face à une charge mentale par rapport au sexisme aussi que tu pouvais rencontrer, où vraiment tu as eu des difficultés Oui. à prendre place? Là, en l'occurrence, ça a été lors de mon tout premier court-métrage. J'avais 18 ans aussi, en deuxième année de fac. C'était sur Bourg-en-Bresse. On avait une grosse équipe, beaucoup d'hommes beaucoup plus âgés que moi. Et j'ai le droit à des petites phrases de drague, des commentaires assez déplacés. J'ai vu que j'étais en stage en régie, il fallait que je me fasse petite. Ouais. Et on marche souvent sur les petits stagiaires. Et là, j'ai vite compris qu'en plus Ouais, d'être que t'avais pas l'espace d'être une- pour te plaindre, quoi, entre Exactement. guillemets. Ouais, En ouais. plus d'être une femme, d'avoir une place encore plus dure à acquérir. Hmm. Je m'en souviens très bien. T'as le statut d'intermittente. Oui. Pour remplir tes fameuses 507 heures. Tu fais plein de missions différentes. Alors, je sais pas si je vais utiliser le bon terme parce que je suis tellement pas une techos, ce qui fait que j'ai tellement pas le vocabulaire. Vous faites du road pour... Oui. En fait, c'est tellement abstrait. Je sais qu'il faut que je me forme plus là-dessus. mais- C'est vrai qu'on a un dialecte assez assez Est-ce que tu peux... le métier de road, de Ouais, quand tu fais du technicien road, c'est plateau, quoi? pour Ouais, être technicien plus, plateau. au lieu de dire vulgairement road, on se dit technicien plateau. Ouais. Mais oui, du coup, j'ai commencé mon intermittence avec ça. Ça consiste en quoi? Quand tu dis que tu vas faire ça, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu vois, c'est quoi tes missions quand tu fais ça? Tout d'abord, c'est du montage et démontage de scène. Donc, vous avez un artiste que vous aimez bien qui passe dans un stade ou dans une salle de spectacle. Tout ce qui va être lumière, son, vidéo, déco, scène, Ouais. on s'en occupe. Ok. On fait tout ça de A à Z, même le backline, mettre en place les instruments. On est aidé l'équipe de tournée qui suivent les artistes et nous, on est les roads locaux, on va dire, où on leur prête main forte. On fait toutes les petites tâches. Du coup, c'est quand même des métiers qu'on dirait assez physiques. Très physiques. Est-ce qu'il y a déjà une fois, il y a eu un peu un del de « Ah, mais non, mais de toute façon, t'es pas capable de le faire parce que t'es pas un homme. » Tous les jours. Vraiment, quasiment à chaque semaine. Ouais. Chaque semaine, j'ai une dinguerie. Pour dire la toute dernière, parce La que dernière je vais en date. commencer la dernière en Allons-y. date, qui était assez exceptionnelle. On était en FX, donc tout ce qui est les effets spéciaux avec le feu, les confettis, tout ça. On était Ok. une équipe de 5, et dans l'équipe de 5, on était 4 meufs. Ok, bien. Voilà, exactement. On pull up, on était Trop bien bien. contentes. Et à un moment donné, nous devions décharger un camion. Et il y a 2 collègues qui partent et nous, on allait les rejoindre après. On arrive et elles sont assises sur des caisses qui attendent. Et je leur ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Et là, elles me regardent et elles me disent, le chauffeur, il veut pas de femme dans son camion. Et là, je regarde ma collègue qui est avec moi et je lui ai dit, mais c'est ce qu'on va voir. Et je suis montée directement sans lui demander. Et j'ai commencé à décharger. On a commencé toutes les deux à décharger. J'aimerais bien décrire le regard qu'il nous a lancé, mais c'est indescriptible. Il faut le voir pour comprendre qu'il avait le seum dans les bons termes. Voilà. Putain, mais c'est fou ça. Mais moi, Ouais. en fait, à chaque fois, même quand Mel, elle me parle un peu des expériences qu'elle a en tant qu'intermittente, moi, je suis trop là en train de me dire, mais toute l'énergie que ça me prendrait. Oui. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que je devrais forcément avoir un peu une sorte de rôle qui me ressemble pas. Enfin, tu sais, être un peu combative. Et ça me prendrait tellement d'énergie, ou peut-être que ça m'aurait même incité parfois vraiment à me mettre en difficulté. On se pose des questions. Ouais, carrément. Mhm. Puis ça reste de l'intermittence, donc il y a aussi quand même de la précarité. Il faut quand même que Oui. tu remplisses tes heures. Exactement. Ça demande quand même vachement d'efforts pour déjà faire place, te sentir légitime et bien faire ton travail. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de personne référente quand tu fais face à des problèmes de sexisme, voire plus. Ça t'est déjà arrivé, ou des amis à toi, d'avoir fait une mission à un endroit. Ça, c'est genre trop mal passé. Te dire, ok, bon, j'irai plus bosser là-bas, mais en même temps, ça t'enlève des... Est-ce que ça, c'est des situations auxquelles t'as déjà fait face? Je n'ai pas eu de lieu précisément, par exemple, des personnes qui étaient affiliées à la salle. Ouais. Parce que ça a souvent été des personnes de la tournée. Dès que j'ai commencé, dès les premiers temps, j'ai eu des comportements sexistes, des réflexions assez compliquées envers moi. Mais vraiment, la première fois où j'ai eu un acte vraiment physique déplacé, un membre de la tournée m'a bien posé la main sur mon arrière-train.
En premier lieu, j'ai osé rien dire parce que moi, j'avais peur. Je vais me dire, c'est moi qu'on va jeter. Ouais, puis t'es un peu sidérée aussi. Bien sûr. Il y a genre quelqu'un qui touche ton corps alors qu'en fait, il n'y a rien qui fait que t'étais consentante. C'est ça. Et dans un premier temps, je me suis dit, mais si je le dis, on va rejeter la faute sur moi, alors que c'est absolument faux. Et j'ai commencé juste à en glisser 2-3 mots à quelques-uns de mes collègues. Ils ont réagi au quart de tour. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Ils m'ont défendu directement. Et quelques Ouais, il y a eu jours. quand même du soutien. Voilà. Ouais, un esprit un peu collectif quand même face à ça. Exactement. Et quelques jours après, la personne qui était en charge de notre équipe, ce jour-là, il est venu directement me voir. Il me dit, mais la prochaine fois que ça t'arrive, tu nous le dis tout de suite. Et le gars, on le tège. Un peu un sentiment de solidarité aussi sur Exactement. certains lieux. Ça, c'est quand même pas suffisant, mais un peu rassurant aussi de Oui. se dire qu'il y a peut-être un changement dans la pensée collective par rapport à ces problèmes-là, quoi, qui étaient hyper oui. banalisés il y a quelques années. J'en ai discuté du coup avec Mel ici présente et beaucoup d'autres personnes, du coup d'autres femmes. Et à un moment donné, on s'est posé, on en a discuté et on s'est dit, c'est clair qu'il y a quelques années, mais c'était pire quoi. On pouvait rien dire, rien faire. Et là, la parole se libère beaucoup plus Ouais. et il y a beaucoup plus de femmes dans ce milieu-là. Ouais. On peut se faire une petite parenthèse où tu nous parles un peu des dissociés aussi, parce que c'est vrai qu'on en a vite fait parler, mais on n'a pas trop contextualisé pour les auditeuristes ce que vous faites avec les dissociés. Justement, ça parle clairement de ça, du milieu de l'audiovisuel et des problèmes de parité, d'espace safe pour la création. Si tu peux nous parler un petit peu de ça peut être chouette. Dans cette boîte de prod, c'est vraiment le mot d'ordre de tenir des propos militants, voilà, de faire des courts-métrages ou même des métrages engagés. La représentation queer est vraiment présente et ça fait vraiment plaisir. Très engagée, même au niveau politique. Okay. Désolée d'avant, je me souviens plus du tout du nom, mais c'était comme et si l'extrême droite passe au pouvoir pour un couple de femmes et même un couple racisé. Qu'est-ce qui se passerait? Voilà ce qui se passait et même voilà pour d'autres actions. Et voilà, c'est ça que j'aime énormément chez les dissociés, en plus d'être vraiment à l'écoute. Ils ont une équipe vraiment très militante avec des projets ambitieux. Et le dernier projet en date, du coup, qui va bientôt sortir, c'est Éclat, qui parle d'une super belle histoire d'amour Trop bien. entre deux personnes qui sont atteintes un peu des troubles de l'alimentation, qui demandent un soir à sortir, mais qui se voient refuser cette sortie, qui du coup vont essayer de tout faire pour se retrouver, pour passer le petit moment. Et c'est léger. Il y a des moments, ils n'ont pas forcément besoin de présenter des choses assez lourdes qui nous font vraiment pas réfléchir rentrer en non mode, plus et dans là le c'est d'une cliché légèreté, aussi. c'est d'une beauté et ça fait du bien. Ouais. Voilà une histoire avec aussi simple qui parle de certains troubles, avec tout de même des histoires d'amour très légères et qui de font l'amour du bien. queer qui Voilà. est pas forcément que combatif aussi et qui est Exactement. juste beau en lui-même, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que le titre est très bien choisi, Éclat, parce que ça apporte un brin de lumière, un rayon de soleil dans tout ce qu'on peut voir de militant, qui est évidemment assez impactant, assez dur. Parce que forcément, si on n'était pas une minorité, on aurait peut-être autant cette implication à vouloir dénoncer les choses. Est-ce que toi, tu te dis que au fur et à mesure, dans ton univers, tu aurais envie que les personnes avec qui tu travailles, ce soient plus queer ou d'avoir des projets plus engagés, ou c'est pas forcément le cas? Je suis ouverte à tout. Ouais. Il est vrai que avoir des projets engagés, ça fait du bien et surtout, je sais pour quelle cause je me bats et c'est un très bon rappel. Ouais, puis le Ça fait du bien. bien-être mental aussi. Exactement. Ça peut être tellement épuisant aussi de faire semblant aussi quand tu travailles avec des mecs cis hétéros. C'est sûr. Ou même des fois, s'ils te posent des questions, que ça puisse être des questions déplacées aussi sur ta vie privée. Par exemple, est-ce que tu vas assumer ton identité queer dans le monde du travail ou tu vas vraiment essayer de lisser cette partie de toi parce que tu as peur des remarques, peur ou la flemme, quoi, aussi. Dans le milieu du spectacle, quand je fais du rod, je ne parle de rien. J'expose pas du tout ma vie privée, ma vie personnelle. Bon, après, c'est sûr que dans le cinéma non plus, mais on va dire que vu que je suis un peu plus dans mon domaine, je suis un peu plus libre de m'exprimer. J'aurais aucun mal à contrer certaines remarques parce que vu que je me sens à ma place dans mon domaine, enfin ma place, c'est un grand mot, mais une certaine quand j'ai un confiance rôle, aussi j'ai là-dedans. mon rôle, je sais ce que je dois faire. On va me faire chier avec ces réflexions-là, j'aurais aucun souci à les envoyer balader. Ça dépend des équipes, évidemment, mais plus apte à m'assumer dans le milieu du cinéma que dans le milieu du spectacle. que dans le milieu du spectacle.
Et encore une fois, ça dépend des équipes, évidemment. Je fais beaucoup de projets en cinéma avec des personnes complètement différentes, beaucoup de personnes hétéros, des personnes queer. Et j'arrive très bien à gérer ça. J'ai appris avec le milieu du road à ne pas me laisser faire. Lors de mes premières expériences dans le cinéma, j'ai su dans quoi je me mettais. Et je me suis dit, bon, alors, c'est soit tu t'écrases, soit tu relèves la tête, tu te laisses pas faire. C'est combatif, quoi. C'est un combat. Tu c'est pars quand pas le même, matin, l'air léger, tu te dis, je vais faire mon travail et je vais devoir un petit peu défendre ma position à un certain moment donné. Bon, en même temps, il faut bien que tu bosses, et parce que c'est quelque chose que tu aimes faire. On développe tous et toutes des mécanismes de défense face au monde extérieur. Exactement. Tu vois à quel point ça a été logique de se dire, ok, je dois être une autre personne pour faire face à un potentiel danger sexiste ou plus. Et ça, je trouve ça ouf à quel point c'est logique en tant que meuf ou minorité de se dire ça quand tu Alors vas que c'est bosser pas normal. dans le monde de la télé. C'est le caméléon, hein. Et est-ce que dans le monde du cinéma, il y a aussi des choses qui sont plus mises en place pour qu'il y ait des espaces safe ou qu'il y ait des espaces de dialogue? Est-ce qu'il y a aussi une volonté d'essayer d'organiser de la prévention face à ça aussi? Grâce à la présence des coordinatrices d'intimité, coordinateurs-coordinatrices. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est très important. C'est sur le projet des Chroniques de la Forterre séductive où j'ai connu ce métier-là, qui est coordinateur-coordinatrice d'intimité. Et c'est génial. C'est important, surtout pour les actrices qui parfois peuvent avoir des Intime. scènes intimes, d'avoir une personne qui gère ça. Mais à côté aussi pour l'équipe. Ouais. Ça, Ça, c'est carrément bien. Mais ça me fait trop marrer quand je vois les vieux du cinéma français qui sont là en train de dire que ça enlève un peu de l'essence à la scène et de la spontanéité. De mon point de vue, c'est absolument n'importe quoi. Je suis en mode, si ça marche pas, c'est que t'es un mauvais réal, mais ça, c'est pas très grave, tu vois. Et tu vas pas faire des choses à tes actrices s'ils ne sont pas consentants. Clairement pas. Tu vas pas leur faire des choses un peu par surprise, en mode changement de scénario, changement de scène d'un coup et qui peut brusquer les actrices. Alors ça, c'est hors de question. Tu prépares un minimum mentalement pour pas que ces personnes finissent avec des traumas. Carrément. Je suis très reconnaissante envers ces personnes qui font un excellent travail sur les plateaux, qui permettent un tournage beaucoup plus fluide et serein. Toi, dans toutes les missions que tu fais, tu as une palette hyper large des métiers que tu pratiques. Tu te présenterais comment dans tout ce que tu fais? Parce que j'ai l'impression que tu as genre une palette de compétences quand même hyper vaste. C'est quoi qui te fait vraiment kiffer, dans lequel tu as envie de te projeter ou que tu aimerais pratiquer plus tard? Quand on me demande ce que je fais dans la vie, il y a facilement au moins 10 secondes d'hésitation de alors. En vrai, je suis intermittente et puis voilà quoi. Ouais, mais sauf que parfois, les personnes qui ne connaissent pas le milieu intermittent ont vite des jugements un peu hâtifs sur ce statut-là. Donc bon, on va passer ça. Je me présente comme technicienne plateau dans le spectacle et dans le cinéma. Au moins, c'est assez large. Mais il est vrai que si je peux me spécialiser dans le cinéma, ce serait vraiment une aubaine pour moi. Je suis complètement dingue de cinéma et j'aimerais... plus cinéma que spectacle vivant, C'est ça. Alors, même si le spectacle, je m'intéresse énormément au domaine de la lumière. Ok, ça c'est kiffant, J'aime beaucoup ça. Ouais. Ça me fait un peu une sorte de sécurité. J'ai commencé l'année dernière à faire de la poursuite, donc c'est les grosses lumières qui sont directement dirigées sur une ou des personnes sur scène que Ah ouais, qu'on je me suit, souviens, tu voilà. m'avais expliqué la dernière fois, j'étais en mode ah putain, je savais même pas que ça existait ça. C'est génial, ça par exemple, j'adore faire ça. J'aime découvrir plein de choses, ça me permet de faire mes compétences, d'apprendre plein de choses et de pouvoir me servir de ces compétences dans d'autres domaines. C'est assez surprenant, mais ça me sert. Si je peux vraiment m'agripper au cinéma et ne pas le lâcher, ce serait pas mal. Est-ce que tu as déjà fait face un peu à des périodes où l'épuisement mental, c'était quand même bien présent? Autant ton statut en tant que personne qui travaille dans la culture que aussi la fatigue de faire face à certaines discriminations? Oui, ce que je me souviendrai le plus, c'est lors de ma première année. Quand j'ai terminé ma première année, du coup, dans un peu tout ce qui est intermittence avec mon métier de technicienne plateau, que ce soit dans le cinéma ou dans les concerts. J'ai terminé mon mois de juillet, donc après vraiment toute l'année finie par un blackout d'une semaine totale, parce que j'avais vraiment beaucoup trop forcé. Et sur la première année, tu dois faire tes preuves, tu dois montrer qui t'es, tu dois enchaîner, surtout que je n'avais pas encore le statut d'intermittente, donc j'avais 2 autres tafs à côté. Je travaillais en boulangerie, les soirs j'allais travailler sur des démontages ou
je faisais des journées Longue et intense. assez longues et intenses. Forcément, j'avais pas le temps de me reposer, de réfléchir un petit peu à comment j'allais au final. Ouais, le dévouement au travail, quoi, en mode automatique. Je pense que même j'ai sacrifié une ou deux années de ma vie. Au travail. Ouais, facilement parce que on fait pas attention quand on nous demande quelque chose, on le fait et on veut prouver. Je crois que la question de vouloir prouver, donc du coup de se sentir légitime, j'ai quand même l'impression que c'est aussi une question qui est genrée. J'ai l'impression qu'un mec, ça fait pas de lui une mauvaise personne, évidemment, on va Bien pas sûr. nourrir le fait de détester les hommes, mais j'ai l'impression qu'un gars, il va vraiment pas se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a plus de facilité d'avoir un emploi ou d'avoir des missions parce que on sait que ça peut être un peu le boys club aussi, les métiers de tech, mais je crois aussi qu'il y a vraiment une construction. Ça me fait penser à ça et ça m'a fait trop marrer. Il y a un mec qui est venu dans mon école pour nous présenter comment il avait construit son média dans la culture, très bien, un peu le mec, ouais, je me suis fait tout seul, en 3 ans, en fait mon média il s'est développé, maintenant je suis genre PDG d'une boîte et tout. Et à la fin de la présentation de son pitch, on est là et il nous dit bon est-ce que vous avez des questions de comment j'ai monté ma boîte, comment j'ai pris place dans la culture lyonnaise. Et en fait moi à un moment donné, je lui demande à partir du moment où il a commencé à faire payer d'autres personnes pour ce que lui il produisait, rémunérer son travail, à partir de quand il s'est senti légitime de faire payer des boîtes pour ce que lui faisait. Et à partir de quand il s'est senti légitime qu'il impose tel montant à certaines boîtes pour son travail, ça a fait un court-circuit dans son cerveau. Genre vraiment, la question de la légitimité, vraiment il ne comprenait aimait pas du ce tout. que c'était. D'accord. Genre vraiment, il Ah ne ouais. savait pas quoi répondre. Et alors mon prof référent, pareil, un mec qui bosse dans la culture, donc ils sont très sympas, tu vois, mais ils ne comprenaient Ils ne pas le comprennent sens de pas. ma question. Je crois que dans les métiers de la tech, c'est pareil, genre tu vois, de se dire de s'épuiser au travail pour se sentir légitime et faire des preuves qu'on est capable de remplir ces métiers-là. C'est parce que je crois qu'on est construit dans un DEL que ces métiers ne nous sont pas Destinée. ouais, destinés. C'est carrément le mot. Ça joue peut-être grave sur toi, comment tu t'es sentie dans tes premières années d'intermittence, comme si c'était un devoir de s'épuiser au travail. Ouais. J'ai l'impression que c'est assimilé aux Au meufs, en genre fait. Voilà, aux Ouais, gens. carrément. Parce que j'en ai parlé à 2, 3 collègues. Il y en a certains du côté des mecs qui comprennent cette question de la légitimité. Mais il n'y a pas une seule meuf à qui j'en ai parlé qui me dit ah non, je vois pas, je comprends pas, la légitimité. Non, non, Qu'est-ce que c'est que ce concept encore? jamais ressenti ce mot. Non, vraiment. Et mais surtout d'autant le fait que j'étais pistonnée pour commencer dans ce milieu-là. Quelqu'un qui est lié à ma famille qui m'a fait rentrer dans ce milieu-là. J'ai vraiment senti un poids énorme qui Ok. m'a fait dire ok, donc là, t'as intérêt à te bouger pour faire valoir ce piston, quoi. Ouais. J'avais honte alors que je dois juste être reconnaissante envers cette personne. Oui, et que ça marche aussi beaucoup comme ça, Exactement. dans plein de métiers différents. Et en fait, si t'es pas compétente, on te rappellera pas. Et si tu l'es, tant Et mieux, oui. tu vois, ça c'est que grâce à toi. C'est ça. Mais après, je comprends le de culpabilité. On est dans un système qui n'est pas égalitaire pour tous. Tout ne part pas de la volonté aussi. Oui. Est-ce que tu as idée du nombre de meufs avec lesquelles tu as travaillé et du nombre de gars avec lesquels tu as travaillé? Est-ce qu'il y a une image cliché que c'est beaucoup masculin Oui. ou en c'est pas vrai, ça cliché. devient de plus en plus paritaire? Je sens, jusqu'au dernier plan que j'ai fait, un petit changement. Hmm. J'ai commencé, c'est vrai, avec beaucoup d'hommes. Il y a Beaucoup trop d'hommes. Mais c'est vrai, c'est un travail très masculin. Toutes les fois où j'ai expliqué mon métier, on m'a dit mais c'est pas les hommes qui font ça normalement. Je fais alors oui, mais il y a J'aime bien aussi le normalement. et c'est ça. Mais il y a des femmes quand même, des filles qui sont là-dedans. Et il y a eu souvent des plans où sur une équipe d'une trentaine de personnes, que ce soit Rod, régisseur ou équipe de tournée, où j'étais littéralement La seule meuf. meuf. Et Putain, j'avoue c'est ouf. qu'il y a eu des fois où ça m'a fait peur, Ouais. où je me Je sentais comprends, pas hein. forcément en sécurité. Ouais. C'était ça pendant un moment, mais j'ai vu de plus en plus de meufs s'affilier au travail. Et là, sur les derniers plans, c'était un bon équilibre. Ouais. Et Mais ça veut j'en dire que étais c'est bien genre contente. les meufs avec qui tu travailles maintenant, c'est plutôt des meufs de notre génération ou c'est un peu toute génération confondue? C'est facilement vingtaine, trentaine, quarantaine, oui aussi. Ouais, c'est assez mélangé. Oui, voilà, c'est assez divers. Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes qui étaient épuisées ou qui ont vraiment arrêté ce métier parce que c'était trop difficile? Autant le statut intermittente, on sait que ça peut être compliqué dans la précarité, mais aussi parce que juste épuisement mental d'être dans un univers qui était aussi vachement masculin. Alors arrêter, je ne pense pas. Espacer un petit peu les dates ou prendre beaucoup plus de temps pour soi, oui. J'ai connu des personnes comme ça, mais moi, il y a des moments où je me suis dit, bon, là, j'ai vraiment besoin d'un temps de repos parce que tout ça, ça commence à un peu peser. Avec ces personnes, on en parle énormément et je me rends compte qu'elles ont fait comme moi et se sont vraiment forgées
un caractère, Mmh. un personnage. Bah, je pense que c'est nécessaire, quoi, quand tu es Oui. dans des univers qui sont autant genrés. Exactement. Et surtout, oui, certaines personnes qui sont dans le métier aussi, qui ont dû évoluer dans ce métier depuis longtemps, qui ont dû faire leur chemin, qui ont pris le comportement masculin pour se fondre dans la masse. Ouais, bien sûr, J'en qui ai ont vu, intégré le comportement j'ai vu, voilà, j'ai vu pour pas être exclus, quoi. exactement, j'ai vu beaucoup de techniciennes, notamment de techniciennes de tournée, qui littéralement se comportaient comme des hommes et qui étaient parfois abjects avec les femmes. Ça me fait tellement de peine. Mais en même Genre ça, temps, c'est vraiment le truc où t'es en c'est mode, non, ça. mais sororité, tu vois, mais... Mais malheureusement, tu l'es à la fois, moi, et les premières fois que j'ai fait face à ça, j'étais en colère. Je me dis, mais qu'est-ce que tu me fais? Dans ma Carrément. tête, ça trottait. Je me dis, mais pourquoi cette personne est comme ça? Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais si tu avais été dans la même position que tu avais commencé le taf, admettons, Il y a genre 20 ans ou 20 10 ans ans, avant, ouais, mais c'est tu carrément aurais été différent. pareil. Ouais. Tu aurais gardé ces traits masculins et tu te serais comporté comme un homme. Ouais, mais je trouve ça trop triste, tu C'est vois, super triste. qu'elle puisse pas Ouais. se remettre en question ou, tu vois, plus se sensibiliser à ça ou enfin, que ce soit vraiment du sexisme intégré Ouais. plus, quoi. Vraiment, ça... Moi, j'avoue Et que ça, ça, je c'est pense que vraiment c'est le le genre truc de le plus douloureux. situation où je sais pas faire face, tu vois, parce que je suis trop là en mode avec une âme de militante, de sororité et d'empathie pour les meufs. J'avoue qu'il y a une génération de meufs où je sais pas comment faire. Genre la génération de ma mère. Ouais. Ma mère, des fois, elle me dit des dingueries, mais qui sont absolument pas Oui. militantes et féministes et qui vraiment nourrit la normalité du sexisme, tu vois. Et j'avoue qu'à chaque fois, je suis un peu là en mode comme un mec qui comprend pas la légitimité. Bah, moi, je comprends pas genre le sexisme intégré chez des meufs, tu vois. Mais Je suis un peu là en mais mode il y a un oiseau qui passe et je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, quoi. pourquoi tu dis ça? Mais Ouais. homme, sors de ce corps de femme, s'il te plaît. Donc ouais, j'avoue quand tu fais face à ça avec des meufs, c'est encore plus difficile de réagir Et et oui, d'accepter que ça existe en plus. c'est Tu vois, ça. ça, tu veux pas le voir, ça, t'as envie d'être dans le déni de genre non, mais j'ai pas envie de ne pas aimer les femmes pour ça, quoi. Face à ces comportements-là, tu peux qu'être empathique, je pense. Ouais, carrément. Faire preuve d'empathie dans le sens où tu dis, ben, elle a dû évoluer comme ça, on lui a appris de cette manière-là à s'écraser déjà peut-être face aux hommes et devoir Ouais, et se puis pas de fondre dans la masse. verbaliser ce que c'était aussi. Enfin, en vrai, il y a Voilà, exactement. Et encore une fois, plein d'explications. Enfin, genre, moi, je me sens trop caméléon. chanceuse, peut-être, d'être à notre époque, parce que je me dis, mais en fait, il y a 10 ans, c'était quand même vraiment, mais c'était le c'est vide compliqué. intersidéral sur ce genre de questions. C'est vrai que ça fait un bon vent de fraîcheur d'avoir de plus en plus de personnes militantes et Comme en même temps, des fois, ça peut être fatigant, tu vois, de prendre ce rôle-là de militante, de prendre cette casquette-là et du coup de devoir toujours être un peu dans de la confrontation, comme vous pouvez être dans le travail de Técos et qu'au bout d'un moment, ben, t'es là en mode vas-y, j'ai envie que les choses elles changent, mais je peux pas être la seule à faire changer. c'est à double tranchant. De toute façon, tu n'auras jamais une situation parfaite où tu seras en parfaite harmonie avec tout ce qui t'entoure. Carrément. Si tu es féministe, tu dois assumer tous les côtés. Mais je préfère largement être de ce côté-là que de carrément. me plier à une société patriarcale qui ne veut pas m'intégrer dans son monde. Je préfère sortir les griffes. Comment tu t'es construit ton identité queer? C'est en constante construction de toute façon, mais je me sens beaucoup mieux qu'il y a un certain nombre d'années où j'étais pas du tout à l'aise, dans le sens où, pareil, une question de légitimité, de me dire de Ça, ce c'est milieu-là. ouf. La légitimité, même dans ton identité de genre, c'est quand même Exactement, un truc de c'est quand ouf. même. Surtout que du coup, je suis pas du tout légitime d'être hétéro parce que je ne le suis pas. Mais en même temps, quand je fais partie de la communauté queer, j'ai mis un certain temps parce qu'il y a beaucoup de propos biphobiques. Ouais, Ah, mais de oui, mais ouf. comment tu peux T'es te pas dire assez queer, t'es pour pas assez être dans queer. la team queer. Ouais, ouais. Exactement. Ça a commencé à la fac et là, ça fait son chemin de plus en plus où je m'en fous. Je suis qui je suis. Si à partir du moment où moi je me plais avec l'identité que j'ai, le reste, on aura beau dire ce qu'on veut, je m'en fiche complètement. S'il y a des moments où je me sens pas à ma place, et ben je me poserai les bonnes questions de pourquoi est-ce que je me sens pas à ma place. J'essaierai d'en parler, de me dire ok, qu'est-ce qui fait pour que je me sente pas à ma place. J'essaie de regarder, j'essaie de voir, de m'améliorer ou de prendre plus position. C'est vrai que là pour l'instant, je me sens pas à 100% à ma place, mais c'est en bon chemin. Il y a aussi plein de moyens d'avoir ta safe place, mais il y a aussi plein de moyens, même pour tes proches qui sont pas forcément sensibilisés, de se sensibiliser à ça, notamment des BD qui sont trop bien. Une de mes amies qui m'a prêté la BD qui s'appelle Genderflu. Oui, je crois que j'ai encore dans ma bibliothèque là-haut et qu'il faut que je lui rende depuis 3 ans. Oui, et ben Et c'est vraiment, exactement moi, cette BD. Ouais. c'est par là que j'ai commencé un peu plus à capter l'identité queer et qu'il fallait aussi que je m'informe là-dessus, tu vois. Exactement. Ouais, c'est Donc de j'allais Tamos dire, le Thermos. J'ai cherché le nom.
nom de... De l'artiste. Voilà. Et Et- incroyable, mais je te suis totalement là-dessus. Quand Et ben j'ai voilà, eu cette petite, BD entre les mains, j'étais en mode... J'adore. Ça fait du bien. Petite reco commune Oui. de cette BD Genderflu, je conseille vivement et trop cool que tu l'aies lu. Ouais, j'aime beaucoup cette illustratrice. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je recommande. Mais oui, ça fait du bien d'être représentée. Carrément, c'est hyper important. Et hyper Exactement. important de soutenir ces autoristes. Oui. Et si vous avez les moyens d'acheter, aller acheter en librairie indépendante, c'est aussi trop important. Oui. Librairie à soi, Lyon, Exactement. on connaît. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux nous faire un petit point actu sur tes prochains projets ou des trucs que tu as envie de mettre un petit peu en avant, faire des petites recos pour les Lyonnais, Lyonnaises qui nous écoutent? Je suis encore en lecture de 2-3 scénarios sur Ah lesquels mais je oui, vais tu nous en participer. parlais tout à l'heure. Il y a un projet de long métrage de Laméo Flores avec qui j'ai travaillé 1 an et demi sur un film qui est sorti le mois d'octobre dernier. Dracula est amoureux, qui traite d'une histoire amoureuse un petit peu brisée entre deux personnages. Il y a le personnage principal qui se rend à une soirée pour essayer de retrouver son ex, pour essayer de s'expliquer, sauf que tout le monde est costumé, donc il a du mal à le retrouver. Et puis ça va être dynamisé par des scènes de flashback qui vont expliquer cette relation. Dracula est amoureux de Laméo Flores, allez-y, c'est vraiment une pépite pour mon petit cœur. Trop bien. Je suis en train de lire son prochain scénario et je suis très contente. Bah trop bien. Avant de finir l'interview, je vais quand même faire un tout petit point actu qui est comme d'hab pas hyper réjouissant, mais parce que c'est important d'être informé. Oui. En fonction de quand cet épisode sortira, je croise les doigts pour que les choses changent, mais je crois que c'est quand même plutôt mal parti. Dernièrement, notre cher ministre de la Culture et de l'Économie, parce qu'ils travaillent souvent ensemble, ont fait un décret par rapport au fonds PEPS. Donc pour celles qui ne savent pas, le fonds PEPS, c'est un truc qui est hyper important. Parce que c'est une aide financière aux structures et surtout aux petites structures culturelles. C'est une aide à l'embauche pour pouvoir payer des techniciennes du spectacle vivant, aider les intermittentes. Et c'est surtout hyper essentiel pour des petites structures ou des salles indépendantes qui n'ont pas forcément un gros budget de prod, d'avoir ce soutien-là pour faire des productions. En gros, le DEL, c'est pour aider les intermittentes et les petites structures. Il s'avère que jusqu'à présent, c'était un peu une aide qui était automatique, où à partir du moment où on est une petite salle qui dépasse pas une jauge et qu'on fait une prod, on a droit au fonds PEPS pour employer. Et sauf que maintenant, cette aide, elle est plus du tout devenue automatique. Je mettrai en lien le lien du gouvernement ou du Syndeac qui a écrit un texte là-dessus pour comprendre dans sa globalité l'enjeu de ce décret. Il faut quand même se tenir informé. Il y a sans doute des petites pétitions qui vont passer parce qu'en fait, on ne peut pas précariser encore plus des emplois qui sont précaires. Donc voilà, le petit point culture gouvernementale pour encore plus détester notre gouvernement comme on le sait tous. Mais parce que c'est quand même important d'être informé et de pouvoir faire face à ce genre de décisions parce que en fait, aller faire des manifs, ça sert quand même. Signer des pétitions, ça sert quand même. Et surtout, continuer de s'informer et diffuser l'information, c'est essentiel. Exactement, faut bien rester alerte. Croisez les doigts pour que peut-être la prochaine fois qu'on fera un podcast, finalement, on sera là en mode ouais, la culture c'est important, on va finalement le financer. On retient les petites actus culturelles. Peut-être, Mel, est-ce que tu as une actu culture à partager? Sors de ta place de l'ombre, Mel. Allez, la technicienne, on t'écoute. Les Canuts, ça j'avoue, petits rocos, qui font des ateliers de formation qui sont trop chouettes. Mais allez voir sur leur Insta, il est trop bien. Le périscope pour les ateliers Lobster, c'est quand même des ateliers de formation qui sont gratuits. C'est un suivi long terme sur quelques mois où il y a plein d'ateliers, autant pour de l'admin que de la prog. Allez voir. Merci beaucoup pour tous tes mots, ton écoute, le partage de tes expériences et d'être venu dans les ronces. On a été hyper heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Mais avec Merci grand pour plaisir. tout. Merci beaucoup.